Bonjour, vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Bienvenue à vous. Juste un petit rappel avant de commencer, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien pour vous inscrire à la newsletter, m'envoyer un mail ou vous connecter à mes réseaux sociaux. Maintenant, place à l'épisode. 1 an après avoir enregistré un premier épisode avec Laetitia, j'ai eu envie d'avoir de ses nouvelles. Dans l'épisode 21, Laetitia venait d'arriver au Québec en espérant pouvoir y exercer son métier de médecin de santé publique. Laetitia, dans l'épisode du jour, nous en dit plus sur la naissance du projet, les démarches effectuées et son travail actuel. Ensemble, nous avons parlé d'adaptation, de curiosité, de liberté. Laetitia nous raconte comment cette période la pousse à poser un regard neuf autour d'elle pour découvrir que les évidences sont des choix. Bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Anne-Lise. Alors, re-bienvenue à la consulte, puisque on a déjà enregistré un épisode ensemble, c'était l'épisode 21. Est-ce que pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté l'épisode et qui vont se dépêcher de le faire à la fin de cet épisode, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, et puis ravie de retrouver ce micro presque quasi 1 an jour pour jour après le premier enregistrement. Je m'appelle Laetitia, je suis mariée, j'attends mon premier enfant qui arrivera bientôt au printemps, et puis j'exerce comme médecin spécialiste en santé publique au Canada depuis 1 an maintenant. Et voilà, c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et justement, on va parler de cette expérience canadienne. C'est quand la toute première fois que tu t'es dit « Tiens, j'irais bien voir ce que c'est que travailler au Canada » ? En fait, c'est arrivé pendant mon internat. Parce que pendant mon internat, mon 7e semestre exactement, j'ai réalisé un stage à l'étranger de 6 mois à Montréal, au sein de l'Institut national de santé publique du Québec. Le Canada, le Québec, ça n'a jamais été un pays qui m'a particulièrement fait rêver ou autre, et c'est arrivé un peu naturellement. Bon, faut savoir qu'en santé publique, surtout dans mon domaine un peu de spécialisation, la promotion de la santé, le Québec, ça apparaît un peu comme la Mecque, en fait, comme la référence. On cite souvent la charte d'Ottawa dans ce domaine-là. Puis je sais pas, je me souviens plus exactement, mais tout ce que je sais, c'est que ça s'est fait un peu comme une évidence, comme cousu de fil blanc, où j'avais une médecin avec qui je travaillais, qui connaissait quelqu'un à Montréal, et puis cette personne m'a mis en relation avec une autre personne, et au final, même si forcément ça prend des démarches et ça prend un peu de temps, en 7e semestre, j'ai pu faire ce 6 mois de stage-là. Ça a été une super expérience, autant professionnelle que personnelle. Et puis une fois sur place, je me suis un peu renseignée sur c'est quoi les démarches et c'est quoi les possibilités d'exercer au Canada et plus spécifiquement au Québec. À l'époque, je me suis dit oula, ça paraît bien compliqué et bien long, surtout quand on vient de se taper 10 ans d'études. Donc je suis rentrée terminer mon internat, fait mon début de carrière en France. Puis j'avais gardé de très bons contacts avec plusieurs personnes, notamment mon maître de stage à l'époque, qui régulièrement revenait sonder un peu ma motivation à venir travailler au Québec. Et puis quand des postes se sont ouverts dans sa structure, il est revenu un peu toquer à ma porte. C'était en septembre 2020, je crois. Oui, c'est ça. Et puis là, avec mon conjoint, on s'est un peu regardé, on a dit bon, on y va pas. Puis on a décidé un peu de sauter le pas et puis d'entamer les démarches. Donc c'est une histoire au final qui a commencé en 2017, puisque c'est à ce moment-là que j'ai fait ce stage à Montréal. Et alors, quand t'es partie en stage à Montréal, les démarches, ça t'avait semblé simple, facile Ouais, ça m'avait pas paru compliqué. De mémoire, je pense que j'avais bien entamé les démarches peut-être 1 an avant de débuter le stage. Mais parce que je pense que ce moment de l'internat s'y prêtait bien. Alors il faut trouver la structure d'accueil. Moi, j'avais envoyé des mails à plusieurs endroits et ça a rapidement accroché à l'Institut national de santé publique. Donc élaborer un projet de stage en fait pour savoir pourquoi j'y vais, et puis sur quoi est-ce qu'on va m'encadrer, et puis monter le dossier de demande de stage à l'étranger, qui est un peu, je pense, l'équivalent peut-être d'un interchu. Je sais que c'était peut-être 3 ou 4 mois avant le départ que je passais devant une commission
justement où il y avait des personnes du CHU, de l'université, de l'ARS, pour présenter peut-être en 5-10 minutes le projet, répondre aux questions. Bon, j'ai bien compris que durant la commission, mon stage, il y avait pas trop de débats. Enfin, j'ai pas senti qu'il y avait de réticence ou d'enjeux particuliers. Donc, c'est sûr que c'est un peu long parce que le temps de construire tout ça et d'anticiper pour être dans les délais. Mais ça m'avait pas paru compliqué. Après, c'est sûr qu'il y a des démarches autres qui sont les démarches de demande de permis de travail parce que ce type de stage-là, c'est vraiment une demande de permis de travail auprès de l'immigration canadienne. Ça, c'est d'autres formulaires, d'autres démarches sur Internet, d'autres. Mais ça se fait, quoi. C'est pas ça qui. Enfin, ça m'a pas paru être insurmontable ni une barrière, mais c'est des petites étapes à passer. Donc le stage se passe bien, tu gardes des contacts et septembre 2020, tu as cette opportunité. C'est quoi qui te décide à dire oui à cette opportunité canadienne? Je pense qu'il y a peut-être, ouais, il y a plusieurs éléments. Déjà, faut savoir, tu sais, on a tous connu ça, le Covid, la gestion de la pandémie, les confinements successifs. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit bon, plus voir ses proches et ses amis pendant des mois d'affilée, c'est quoi la différence entre ça et être expat? Donc il y avait un peu ce côté un peu ras-le-bol de dire bon ben voilà, je sais que au niveau professionnel, les perspectives pour moi étaient plus intéressantes et alléchantes parce que moi j'aime beaucoup la façon de penser et de structurer la santé publique ici et le rôle spécifique des médecins de santé publique où on peut avoir un exercice assez varié sur ce qu'on appelle plusieurs fonctions de santé publique et moi j'aime bien cette polyvalence en fait dans ma pratique. Puis en 2020 en plus on avait le projet, on allait se marier l'été d'après avec mon conjoint. Lui a déjà vécu à l'étranger à plusieurs occasions et puis on s'est dit on n'a pas encore d'enfants, ça serait quand même chouette de vivre ça ensemble. Puis mine de rien avec la gestion de la pandémie Covid en tant que médecin de santé publique, moi ça m'a amené à pas mal cogiter justement sur comment je me retrouvais dans cette conception des choses, dans cette manière d'envisager la santé au niveau collectif, au niveau populationnel. Moi, ça m'a posé quand même des sacrées questions professionnelles en me disant bon, je me retrouve pas nécessairement sur cette façon d'utiliser les données probantes, de mettre de côté certains déterminants de la santé, les inégalités sociales, donc sans forcément penser que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'était mieux ou moins bien géré. Enfin voilà, mais j'avais envie de saisir cette opportunité en me disant que ça allait être dans tous les cas une expérience enrichissante à plein de niveaux et que de toute manière des risques il y en avait pas réellement. Je veux dire si ça marche pas, si ça nous plaît pas, bon bah on rentre et puis on recommencera entre guillemets autre chose ailleurs. Donc il y avait pas entre guillemets, il y avait pas de là non plus, il y avait pas de difficulté ou de barrière à se dire ben non, c'est pas une bonne idée ou ça va compliquer telle ou telle chose. Tout nous paraissait faisable et je pense que j'aurais eu plus de regrets à pas saisir l'opportunité qu'à y aller, quitte à ce que ce soit pas très concluant. Et ça arrive quand même à un moment donné où toi, dans ton travail, il y a quand même une recherche de sens. Il y avait quelque chose à ce moment-là dans ton rôle de médecin de santé publique où tu t'y retrouvais pas complètement. Bah déjà, il faut dire que moi, on s'était réinstallé à nouveau 1 an et demi avant, juste avant le début de la pandémie, dans une autre ville. Et moi, le poste que j'avais trouvé, c'était un médecin de PMI, donc un retour aussi à la clinique. Donc c'était pas nécessairement le cœur de mon métier, de ma spécialité, même si j'ai beaucoup aimé cette expérience et j'avoue que au niveau de la crise Covid, j'étais contente d'être aux côtés des familles, des enfants qui en avaient besoin et euh, j'étais contente, j'ai envie de dire, en tant que professionnelle et médecin d'être à cette place-là à ce moment-là. Mais en même temps, je savais très bien que c'était une étape, c'était une expérience et c'était pas le cœur de ce qui me faisait vibrer le plus. Vraiment, pendant mon internat,
et même à certains moments sur d'autres fonctions, je veux dire, j'ai senti vraiment cette passion qui t'anime, où le matin tu te lèves, t'as qu'une envie, c'est d'y aller. Enfin, je sais à quel point cette spécialité elle me convient et à quel point il y a moyen au quotidien de s'éclater. Là, c'était pas complètement le cas parce que j'étais un peu hors de ma zone de confort, de maîtrise, et même si je voyais bien que j'étais utile et que les collègues étaient très satisfaits de ce que j'apportais et tout ça, il y avait quand même ce goût de c'est une étape, j'apprends énormément de choses, ça va m'être utile pour la suite sur certains dossiers, sur certains enjeux. C'était ce passage-là, j'ai envie de dire, par le terrain, et la pratique a été nourrissante, mais j'avais envie d'autre chose, et cette autre chose, je sentais que le Québec pouvait plus me l'offrir en l'état que certains postes ou certaines opportunités en France. Donc tu quittes un poste dont tu savais quasiment dès le début que de toute façon c'était pas l'endroit où tu ferais carrière, tu savais que ce poste en PMI aurait une fin, et donc tu as cette proposition au Québec qui arrive, et finalement arrive au bon moment en fait. C'est ça, je pense qu'en plus ça m'a aidé aussi à j'ai envie de dire vivre le quotidien, parce que c'est nécessairement quand on n'est pas dans des baskets taillées pour soi, c'est aussi aidant de se dire que il y a une suite, il y a d'autres choses potentiellement qui nous attendent, et puis ça aide aussi à le savourer aussi, ce quotidien, en se disant que chaque jour, chaque expérience est quelque chose de gagné. Donc oui, c'est sûr que c'est arrivé au bon moment, professionnellement, personnellement, donc ça faisait vraiment sens pour toutes ces raisons. Entre le moment où ton ancien chef, si j'ai bien compris, te propose le poste, le moment où tu acceptes et le moment où tu arrives, en termes de temps qui passe, il y a combien de temps entre chaque étape? Il y a pas mal de temps, parce qu'il y a pas mal d'étapes à passer pour pouvoir justement pratiquer. De souvenirs, ouais, c'était vraiment août-septembre 2020 qui vient me proposer ça. Assez rapidement, j'accepte de passer des entretiens, parce que il faut passer devant une commission. J'ai passé, je crois, 2 entretiens, forcément à distance, avec envoi de mon curriculum vitae, une lettre de motivation, des choses comme ça. J'apprends fin 2020, parce que les entretiens, je crois, étaient en novembre, fin novembre. J'apprends en décembre, début janvier, que je suis retenue sur le poste. Et là, s'enclenchent toutes les démarches auprès de différentes instances pour non seulement obtenir le permis de travail, le droit de pratique médicale au Québec, et l'autre, c'est un parrainage, une entente de parrainage entre guillemets avec le ministère de la Santé du Québec, parce que sans ça, les démarches seraient hyper coûteuses, et là, ça ferait courir un risque financier entre guillemets. Donc le temps de faire toutes les démarches, de passer toutes les étapes, parce que j'ai dû faire aussi un stage d'évaluation de 3 mois dans une structure pour qu'on juge si j'ai le niveau ou pas d'un équivalent d'un interne qui termine là-bas. Au final, j'ai pu prendre mes fonctions en mai dernier, donc mai 2022. Donc proposition septembre 2020 et prise de poste effective en mai 2022, sachant que ça pourrait être sans doute plus rapide, parce que on savait avec mon conjoint que moi je leur ai dit que je serais pas disponible avant octobre 2021, parce que on avait des choses à faire, on avait notre mariage aussi avant, donc ils étaient au courant que même si je disais oui là en septembre, j'arriverais de toute manière qu'1 an plus tard. Mais du fait de ce timing là, il y a des éléments aussi, le lieu de stage et le moment du stage, qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent du Collège des médecins du Québec, qui lui trouve la structure et vous fait une proposition. Est-ce que vous acceptez ce stage-là de telle date à telle date? Vaut mieux dire oui, parce que si on dit non, alors là les délais se rallongent, parce qu'il n'y a pas pléthore de stages, et que d'autres candidats sur d'autres spécialités aussi, il y en a. Donc
Donc là, moi, j'avais pas le choix de commencer mon stage de le faire de janvier à avril 2022. Oui, c'est ça, avril 2022. Donc même si on est arrivé en octobre, je savais que je débuterais pas avant janvier. Donc c'est voilà, c'est ces démarches-là, ces micro délais d'agenda qui fait que entre le moment où j'ai obtenu le poste et le moment où j'ai effectivement pris mes fonctions, ça a pris à peu près 1 an et demi. 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu fais reconnaître ton diplôme français à l'étranger? Alors à l'étranger, en l'occurrence au Québec, sur les démarches. Donc tu as parlé de ce stage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Alors il y a plusieurs choses, mais sachant que le diplôme en soi est reconnu parce qu'il y a une entente, c'est l'ARM, non, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'arrangement de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec, c'est-à-dire que nos diplômes sont mutuellement reconnus dans nos pays, donc pas de nécessité de repasser des examens écrits, des concours. Donc ça, c'est déjà une chose et une grande étape. Il y a des démarches administratives, c'est-à-dire que mes diplômes, il a fallu que j'aille faire des copies certifiées conformes par un notaire, que j'ai dû envoyer via une plateforme canadienne qui engendre des frais, parce que eux vont vérifier à la source que les documents sont bien des documents valides, qu'il n'y a pas de fraude. Ça a quand même pris 1 an. À partir du moment où tu envoies tes documents, t'as tout un processus pour eux à l'interne qui prend 1 an. En parallèle, c'est ça, en fait, il faut se mettre en attache avec le Collège des médecins du Québec, où on dit que, parce que faut savoir au Canada, il y a 2 niveaux de gouvernance, fédéral, le Canada, et provincial, là en l'occurrence le Québec, et que moi c'est vraiment au niveau du Collège des médecins du Québec, c'est-à-dire que là, même si j'ai un permis d'exercice, je peux pas exercer dans une autre province canadienne. Donc c'est vraiment auprès du Collège des médecins du Québec où là il y a tout un tas de documents, les diplômes aussi à envoyer, ils sont en parallèle, en lien avec l'instance qui est censée certifier et valider mes diplômes. Et eux, assez rapidement, une fois qu'on envoie certains documents, certains justificatifs, vont se mettre à rechercher un terrain de stage adapté pour cela. Et puis comme je disais, via un organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec, qui est, je crois, affilié en lien avec le ministère de la Santé du Québec, se conclut une entente de parrainage entre mon futur lieu d'exercice, le ministère de la Santé et moi, pour dire qu'en fait, comme je vais combler un besoin de santé, j'ai envie de dire urgent et non comblé par ailleurs par un Québécois, ils prennent en charge une partie des frais financiers parce que le stage d'évaluation, pour pouvoir le faire, il faut débourser 25 000 $. Un stage de 3 mois. Et non seulement on n'est pas rémunéré, mais on doit payer le lieu de stage qui nous accueille. Donc, grâce à cette entente, c'est le ministère de la Santé qui couvre les frais. Et moi, en échange, je m'engage à travailler 3 ans pour la structure d'accueil qui, elle, va m'embaucher. Et bien évidemment, le stage, je ne peux pas le faire sur mon futur lieu d'exercice pour des questions de conflit d'intérêts. Donc c'est ça, j'ai envie de dire, les trois démarches en parallèle, en plus des démarches d'immigration pour obtenir un droit de résidence temporaire en tant que travailleur. Et tu dirais que ça t'a coûté combien à toi de ta poche, toutes ces démarches? C'est difficile à dire. Enfin, je pourrais retrouver les infos. Je dirais que c'est entre purement sans les billets d'avion, sans le coût de la vie et sans tout ça, je dirais que par rapport au diplôme, un 2000, 3000 €. Mais je suis pas certaine. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. Peut-être que, à mon avis, c'est peut-être pas plus de 2000 €. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, donc l'aide de ce parrainage est quand même franchement conséquente pour la prise en charge des Oui. frais pour venir au Canada.
Ben c'est ça parce que au final, bon, il donne un 25 000 $, bon, sur lequel de toute façon je devrais payer, parce que là ça va être la période des impôts où sans doute je vais devoir rendre la moitié au niveau des impôts, mais quand on arrive sur le coup, ben c'est quand même super aidant. Et en plus il paye les frais de stage, il te verse un 25 000, c'est ça, pardon, je me suis mélangée. Il verse 25 000 à l'organisme au terrain de stage, mais en plus il te verse un 25 000 $ à toi pour couvrir tes frais de vie personnelle ou autre pendant le stage. Et c'est sur ces 25 000 qu'on m'a versé à moi que je vais devoir payer la moitié en impôts bientôt. Donc non seulement ils prennent en charge des frais, mais en plus t'es quand même assez bien couverte pour l'arrivée, pour en attendant. Et puis ça limite vraiment le risque financier parce que c'est sûr que moi quand je suis arrivée, bah, t'as quand même un stage d'évaluation de 3 mois où on va t'évaluer et c'est pas un stage d'adaptation, c'est vraiment un stage d'évaluation avec potentiellement à la clé une non-validation. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est plein de frais engendrés sur lequel il y aura pas nécessairement de suite ou de retour sur investissement, j'ai envie de dire. Ce stage d'évaluation, c'est quelque chose de très formel ou tu as des missions avec des objectifs que tu dois remplir et t'es évalué là-dessus. Tu as un entretien à la fin où on dit ça a été, ça a pas été, ça se passe comment? Alors je pense que le niveau j'ai envie de dire de formalité du terrain dépend du terrain de stage et sans doute de la spécialité parce que en parallèle, moi je connais maintenant je connais 3 autres médecins de santé publique qui étaient dans les mêmes démarches que moi euh, en même temps. Et puis c'était drôle parce que mon ancien maître de stage lui évaluer un autre médecin en même temps et je sais que le niveau d'exigence et d'encadrement est pas nécessairement le même. Après, ça reste quand même très formel parce que au début du stage, il y a une réunion avec un membre du Collège des médecins du Québec qui rappelle bien les obligations, qui rappelle le cadre. Il y a une évaluation mi-stage, il y a une évaluation en fin de stage. Moi, c'est sûr que dans mon stage, j'ai eu des projets et des missions qui m'ont été confiés avec quand même la nécessité de démontrer que j'étais en capacité de les prendre en charge, sachant qu'au Canada, chaque spécialité est régie par un référentiel qui s'appelle le référentiel CANMEDS. Et là où vraiment il y a une liste de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être assez claire en fait, qui dresse une feuille de route en fait, qui définit la profession de médecin spécialiste dans telle ou telle spécialité. Donc c'est certain que j'avais quand même des choses à faire. Après, vu mes encadrants, vu le cadre, j'ai senti que c'était quand même très 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 agréable et très convivial. Bon, c'était aussi assez particulier parce que mon ancien maître de stage m'a contacté, mais en parallèle, d'autres médecins m'avaient contacté parce qu'ils me connaissaient par bouche à oreille. Et en fait, il se trouve que j'ai atterri dans un terrain de stage, dans un endroit où ils avaient tenté de me recruter aussi en parallèle. Donc c'était assez drôle de se retrouver. Et puis c'était vraiment c'est des médecins de santé publique avec qui je travaillais, que j'apprécie et que j'admire aussi beaucoup. Enfin, c'était vraiment un environnement super stimulant. Là où c'est assez challengeant, c'est que, puis mon conjoint le voit dans son domaine, c'est que on trouve qu'au Québec, les stagiaires ou les nouveaux ne sont pas mis nécessairement sur des petits dossiers ou des choses à faible enjeu. Au contraire, on te confie souvent le dossier chaud du moment, le dossier un petit peu ardu ou un peu complexe. Donc ça peut amener vraiment des enjeux, mais en même temps c'est assez valorisant parce que rapidement t'as vraiment l'impression d'être au cœur des sujets et des enjeux d'importance. Donc donc c'est sûr que j'ai passé un 3 mois avec des petits nœuds au cerveau par moment, mais c'était déjà hyper agréable parce que je sentais pas une espèce de pression. Je sais que j'ai fait aussi des gardes justement régionales en maladies infectieuses, bon, sur le versant santé publique, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de menaces à la santé, d'alerte sanitaire. Et je sais qu'un des médecins avec qui j'ai en lien m'a clairement dit qu'il trouvait ça fou toutes les démarches qu'on devait faire, que enfin voilà, pour lui c'est pas qu'il y avait pas d'enjeu. Bon, lui il m'évaluait pas directement, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil
de la part de mes confrères ici. Et puis surtout, on ressent qu'il y a quand même beaucoup de besoins parce que mine de rien, il y a une vraie crise, une pénurie de main d'œuvre dans énormément de secteurs au Québec. Et c'est sûr que là, je le disais, moi-même, j'ai été contactée pour plusieurs postes, et puis un poste à Montréal, un poste à Sherbrooke, donc c'est quand même pas des contrées éloignées et perdues, donc des opportunités, il y en a, il y a des besoins, et quand ils arrivent à trouver des gens qui répondent à ce besoin, ils sont super contents et super accueillants, quoi. Donc, à l'issue de ce stage d'évaluation, tu sais rapidement si l'évaluation est positive ou pas, et tu peux enchaîner directement avec le poste qui t'attendait? Ça a été assez rapide. De toute façon, je savais que j'ai eu mon évaluation mi-stage, donc déjà ça, d'entendre son superviseur principal qui verbalise à quel point c'est positif et tout ça, déjà ça fait plaisir et puis ça rassure pour la suite. L'évaluation finale a confirmé ça. Je savais la date de la commission du Collège des médecins du Québec qui allait statuer sur ma demande. Je savais que je terminais le stage le 10 avril, je savais que c'était le 4 mai la commission. Et en fait, une fois que j'ai eu la réponse de la commission 2-3 jours plus tard, suffit de payer les frais pour l'inscription au tableau de l'ordre, pour X ou Y chose, et en fait j'ai pu commencer mi-mai. Donc au final, ce qui a pris le plus de temps, c'était le délai entre la fin de mon stage et la tenue de cette commission, parce que c'est leur calendrier. Mais je sais par exemple que les copains qui sont sur d'autres postes, eux, leur commission était beaucoup plus proche de la fin de leur stage, donc ils ont pu quasiment enchaîner. Mais c'est quand même relativement rapide, ouais. Et alors, tu dirais que c'est quoi les plus grosses différences entre être médecin de santé publique en France et au Québec? Il y en a plusieurs. Déjà une différence. Il y a une différence qui est liée à la conception de la santé publique et quelles institutions exercent la santé publique sur quel segment. Une différence liée au poste occupé par les médecins de santé publique et à la définition de leur rôle. Moi, la différence majeure, c'est que là où en France, on a très peu, voire pas de postes fléchés spécifiques pour des médecins de santé publique, ici au Québec, ils ont un plan d'effectifs médical au niveau de chaque région en disant il y a tant de postes pour des médecins spécialistes, il y en a 3 ici, il y en a 4 là, et ils ne peuvent être occupés, ils ne doivent être occupés que par des médecins de santé publique, parce que c'est lié à une formation et à des compétences très identifiées, là où moi je trouvais que l'identité et le rôle du médecin de santé publique en France est peut-être un peu plus flou, la définition est moins précise et moins consciente, et ça ouvre plein de perspectives. Je trouvais qu'au Québec, il y avait vraiment, c'est comme si on avait costume sur mesure, quoi. Pose la question, c'est quoi un médecin de santé publique? Il y a une vision claire, surtout de la spécificité médicale de l'exercice en santé publique, parce qu'en santé publique, il y a plein d'autres professionnels qui exercent, et heureusement, parce que on n'a pas besoin que de médecins, et je dirais même peut-être qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Moi, je pense que si, sur des rôles et des enjeux très spécifiques. Mais déjà, ça, j'ai aimé ça, de dire, je suis reconnue, et en plus, on me place à des endroits très stratégiques, très intéressants, notamment du fait de ma valence médicale qui s'exerce dans ce lien entre la surveillance de l'état de santé de la population, la protection aux menaces à la santé d'ordre biologique, physique, chimique, à la prévention des maladies et à la promotion des environnements et des politiques favorables à la santé. J'aimais ce côté un peu généraliste, là où en France, je trouve qu'on nous pousse rapidement à nous hyper spécialiser, et c'est nécessaire d'avoir des experts sur certains sujets, mais c'est comme si c'était, en France, je sentais un système de santé publique où il n'y avait que des médecins spécialistes de tel ou tel champ, alors que c'est comme s'il manquait des généralistes de la santé de la population. Et même si j'ai mes champs de spécialité en santé publique, j'aime me sentir généraliste et praticienne, responsable de la santé d'une population sur un territoire. C'est ce que j'avais aimé quand j'étais médecin directeur d'un service de santé universitaire.
cette responsabilité populationnelle, et je la retrouvais de manière plus forte et plus explicite au Québec. Et puis les instances de santé publique, là moi je travaille dans une direction régionale de santé publique, n'a pas nécessairement les mêmes missions et les mêmes mandats que l'équivalent en France des directions de santé publique dans les ARS, avec des missions beaucoup plus d'expertise, de conseil, je trouve qu'il y a moins un aspect gestion et administratif des ressources et des réseaux sur le territoire que vraiment une instance un peu d'autorité, expertise avec vraiment ce lien-là centralisé entre, comme je le nommais, ces fonctions, pouvoir connaître les états de santé de la population et savoir comment y répondre. Tout ça regroupé au même endroit et de faire en sorte que le médecin, il peut être sur plein de dossiers différents. C'est ça que je trouvais fondamental comme différence entre la France et le Québec. J'espère que je dis pas des trucs trop perchés ou trop spécialisés que seuls les santé publiques comprendront, mais c'est un peu ça ma vision, ouais. Si j'ai bien compris, parce que j'avoue que la santé publique, c'est parfois un peu obscur pour moi. En tout cas, au Québec, on te demande pas d'être médecin de santé publique sur un domaine d'expertise très étroit, mais au contraire, vraiment dans un domaine d'expertise plutôt large. Et du coup, on te met sur un poste sur lequel on veut un médecin de santé publique. Et on a besoin que ça soit un médecin et on a besoin qu'il ait cette spécialité de santé publique. Ouais, c'est ça, parce qu'il va venir en fait il va venir faciliter et porter les choses à un autre niveau. Ça n'empêche pas de développer des expertises thématiques. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que je trouve qu'ici, du fait de notre statut dans ces instances-là, on est très libre. On est quand même assez libre de pouvoir exprimer ce qu'on souhaite faire, sur quel dossier nous mettre ou comment. Mais en fait, il y a vraiment ça, c'est qu'on a la possibilité d'être hyper polyvalent. En fait, c'est comme si dans ma main de médecin de santé publique, j'avais tous mes outils diagnostiques et tous mes outils d'intervention en fait, et que c'était pas l'un ou l'autre ou un seul outil d'intervention. C'est pour ça que je disais vraiment généraliste. Et puis en même temps, sans que ça m'empêche d'aller creuser un dossier, de développer une expertise, mais voilà, le médecin de santé publique, il va être reconnu en fait, on va valoriser sa plus-value. C'est pour ça que, comme on a identifié c'est quoi sa plus-value et son rôle par rapport aux autres professionnels de santé publique, on va les placer pour qu'on puisse utiliser cette plus-value d'interface, de plaidoyer, d'influence politique, d'expertise thématique, mais aussi d'expertise méthodologique, d'expertise de processus, de soutien aux collègues sur différentes choses, et puis aussi en ayant cette vision d'ensemble. Parce que quand tu as des acteurs qui ont la vision au global, en fait, ça permet d'optimiser chaque dossier, chaque fonction, et de trouver un équilibre entre elles, en fait. C'est de se dire, on va pas tirer la couverture sur un seul déterminant de la santé ou sur un seul enjeu de santé publique. On va aussi être en capacité de dézoomer et d'avoir des praticiens qui ont cette vue d'ensemble, comme si on avait une vue d'ensemble sur non pas seulement le corps d'un patient, mais tout son environnement et tous ces enjeux sociaux, psychologiques ou autres. En santé publique, c'est la même chose, mais à l'échelle d'une population, et c'est bien d'avoir ces regards un peu macro et un peu cliniques. Donc c'est vraiment là où je disais la différence, c'est qu'on sait ce qu'est un médecin de santé publique, on sait ce qu'il peut nous apporter en plus, en fait. Il est c'est pas le seul, et heureusement, comme je le disais, et parfois il est pas indispensable sur tout, mais vraiment quand on a des ambitions spécifiques sur la santé de la population, de nous mettre là à cet endroit-là, et puis c'est super satisfaisant au quotidien de sentir vraiment cette plus-value, en fait, au-delà de notre utilité à effectuer des tâches, de sentir que parce qu'on est médecin avec cette spécialité, on apporte des choses que d'autres ne peuvent pas apporter. Ça donne du sens à tout notre parcours, et puis en termes de reconnaissance personnelle, professionnelle, c'est quand même c'est savoureux au quotidien. Franchement, c'est un bonheur.
Oui, tu veux dire qu'il y a une synergie qui est plus efficace entre les différents professionnels de santé publique au Canada par rapport à ce que toi, tu as pu vivre en France avant? En tout cas, moi, je trouve plus... j'ai l'impression d'apporter des choses spécifiques au bon endroit. Tu sais, je dirais pas nécessairement que c'est plus efficace ici, parce qu'à mon avis, les professions de santé publique, la manière dont les instances fonctionnent, dont les professionnels interagissent entre eux, sont très dépendants du contexte. Donc, à mon avis, la façon dont c'est pensé en France est sans doute peut-être très efficace, ou même peut-être la plus efficace dans le contexte français. C'est un système de santé publique tel qu'il est pensé est très dépendant et s'adapte au contexte. Le contexte du Québec est complètement différent de la France, même si on se dirait, bon, c'est à peu près pareil, c'est l'Amérique du Nord. Il y a des enjeux, il y a des questions de ressources, il y a des questions de gouvernance qui sont différentes, et je pense que ces différences s'expliquent là-dessus. Mais j'aurais pas nécessairement un avis tranché en me disant c'est mieux, c'est plus efficace, ou c'est différent. C'est différent, ça donne des résultats différents, mais j'ai pas la vision de me dire c'est moins bien ou c'est mieux. C'est juste que moi, en tant que Laetitia, en tant que médecin de santé publique, dans ma façon de concevoir la santé publique et le rôle du médecin spécialiste, j'y trouve plus mon compte. Mais peut-être que d'autres confrères et consoeurs français auraient un regard complètement différent, et c'est possible, et c'est pas étonnant, et j'ai envie de dire c'est pas moins bien ou critiquable. C'est vraiment, je pense, personne et contexte dépendant ce ressenti. Tu l'évoques un peu. Enfin, moi, j'imagine la santé publique comme quelque chose de très dépendant des politiques de santé. Mmh. Et c'est vrai que au Québec, ils parlent français, mais je pense que c'est quand même un pays qui est très différent de la France. Mmh. Et comment tu as fait pour t'adapter à un système de santé différent, à peut-être une culture de la santé qui est différente? Je Comment on pense s'adapte à ça? avec curiosité, avec envie, déjà, je pense. Après, honnêtement, je pense que j'ai de très bonnes et très grosses capacités d'adaptation, parce que je le vois sur mes fonctions respectives, et même quand je suis arrivée en PMI, tu sais, c'était comme assez rapide pour moi d'arriver à m'adapter, de comprendre, d'intégrer ces choses nouvelles. Je pense aussi que c'est peut-être un trait de personnalité, mais j'ai l'impression que mon internat de santé publique a cultivé ce trait-là de personnalité, parce que on passe dans énormément de structures, de stages différents, d'institutions, sur des thématiques différentes, sur des enjeux différents. Ça nous amène vraiment à avoir un regard différent sur les choses assez rapidement, et très polyvalent. Donc, je pense que ça, c'est favorisé par notre internat et par le fait qu'on doit être quand même très proactif dans cet internat de santé publique. Après, je pense qu'il y avait une curiosité, mais je pense aussi un vrai amour, en fait, pour cette province, pour ce pays. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui font que, tu sais, j'étais un peu comme une éponge, en fait. J'avais pas l'impression d'être en comparaison permanente, ou en me disant, enfin, ça m'a pas semblé être une difficulté de comprendre les différences au niveau du système de santé, du réseau de la santé publique, de leur mission et mandat. Ça s'est fait un peu naturellement, j'ai envie de dire. Après, euh, ça demande quand même un temps d'intégration. Là, mon poste actuel, c'est sans doute le poste sur lequel ça m'a pris le plus de temps pour m'intégrer et pour prendre mes marques. Sans doute du fait de la direction dans laquelle j'étais, du contexte post, c'est un peu difficile à dire, mais post premières années pandémie Covid, avec énormément de nouveaux professionnels qui trouvaient leur marque. Donc ça donne quand même des challenges, mais c'est peut-être des challenges différents que simplement comprendre et m'adapter à un nouveau système. Je pense que ça, j'ai trouvé ça pas si difficile que ça, mais parce que j'ai l'impression que pendant nos 4 ans d'internat au minimum, on a tellement d'occasions en réalité de découvrir de nouveaux systèmes de santé, de nouvelles conceptions de la santé. Tu sais, c'est comme
on a été formaté à se déformater, reformater. C'est vraiment ça. C'est la façon d'avancer et de procéder pendant l'internat, moi, tel que je l'ai vécu. Donc ça, je pense, faciliter les choses, mais aussi parce que je pense que j'ai adhéré facilement au code, à la culture, et puis je pense que j'y suis allée vraiment avec ce regard neuf qui n'était pas un regard jugeant, encore une fois en positif ou négatif, même s'il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et puis ce que j'ai adoré, c'est que j'ai découvert ce qu'on peut se dire, oui, le Québec, ils parlent français, les cousins québécois, c'est une culture hyper riche, hyper complexe, faite d'énormément d'influences, avec des rapports sociaux qui sont aussi différents, et j'ai aimé ça dans ce que ça pouvait parfois générer comme surprise, parfois heurter en disant ah ça c'est plus difficile, ça c'est plus difficile de nouer telle ou telle relation. Ah là ça a l'air plus simple sur telle section. Ben en fait c'est juste génial et c'est aussi une grosse motivation là pour mon couple là de venir au Québec, c'est qu'on venait chercher ça, on venait chercher le décalage de point de vue, on venait chercher le fait de se rendre compte que notre quotidien il n'est pas si évident que ça. Tu nous mets dans un autre contexte, là il y a plein de choses qui nous semblaient évidentes et qui le sont pas du tout. Pareil sur un point de vue santé purement personnel là, pour le suivi de ma grossesse et puis pour anticiper le suivi de mon enfant, on se rend compte que c'est pas le même modèle purement calqué où il faut trouver un médecin traitant ou un pédiatre. Ah non, c'est pas exactement structuré pareil. Ah oui, donc si on reste dans notre schéma de pensée en essayant de trouver l'équivalent québécois de ce qu'on a connu en France, on le trouvera jamais parce qu'en fait ça n'existe pas. Ça existe, mais structuré différemment. Donc c'est aussi ça qui est passionnant, je trouve, quand on est expatrié. Si on sort du côté un peu angoissant et un peu frustrant que ça peut générer parfois, c'est juste de se dire, en fait, les choses ne vont pas de soi, sont pas naturelles. Pareil, d'un point de vue professionnel, pour ce qui est de la gestion des maladies à déclaration obligatoire, je constate juste que les maladies à déclaration obligatoire sont pas nécessairement les mêmes entre la France et le Québec. Et même pour une même maladie, les protocoles de prise en charge sont différents. Avec parfois, on se retrouve à donner des prophylaxies post-exposition, alors que je savais qu'en France, c'était pas du tout le cas. Pourtant, on se dit, mais c'est le même pathogène, c'est la même maladie. Là, on se dit, oui, mais les décisions, les protocoles sont très dépendants du contexte, d'historique. C'est là aussi on voit que c'est des choix en fait, et des choix différents peuvent être faits, et c'est juste c'est pas nécessairement des évidences où il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir les choses. Ça amène une grande ouverture d'esprit, euh, mais euh, mais c'est sûr que ça demande des efforts parfois d'adaptation, mais on savait aussi en se lançant que c'était pas notre difficulté, cette adaptation, ça c'est sûr. C'est quoi les difficultés? Je pense que les difficultés, elles peuvent être liées à ça à partir du moment où on change de pays et qu'on veut exactement retrouver la même chose. Je l'ai d'esprit parce que on côtoie d'autres expatriés, et on voit parfois pour certains comme c'est difficile de lâcher son référentiel et juste d'être dans l'accueil de ce qui est là et ce qui est possible. Donc c'est pas des difficultés nécessairement qu'on a nous. Après au niveau du travail, on a j'ai envie de dire, on a des difficultés, mais c'est plus des interrogations en se disant mais pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils font pas comme ça serait beaucoup plus simple. C'est plus notre regard ouais, au niveau communication, collaboration, et c'est drôle parce qu'on est dans des secteurs complètement différents, mon mari et moi. Et on se retrouve avec les mêmes constats aussi. Donc on se dit bon, il y a des choses qui sont culturelles, il y a des choses qui sont différentes, mais difficulté, encore une fois, pour moi c'est difficile de me prononcer parce que je trouve qu'il y a tellement plus d'avantages et tellement plus de facilité que de difficulté. Alors oui, tout n'est pas tout rose parce que ça nécessite quand même une énergie, des démarches, une adaptation, trouver des nouveaux repères,
comme c'est des choses qu'on aime vivre, ben on les vit pas nécessairement comme des difficultés, là où on voit que d'autres peuvent les vivre différemment et peut-être avec plus de résistance que nous. Mais là, en difficulté, ouais, la principale difficulté, je dirais, c'est peut-être lâcher les peurs liées à un environnement nouveau que tu maîtrises pas. C'est plus ça, et je dirais, et c'est plus lié là pour le coup à ma vie personnelle, peut-être plus sur des choses comme trouver où tu vas pouvoir faire garder ton enfant, où tu vas pouvoir avoir tel suivi médical. Mais au niveau professionnel, à part les difficultés inhérentes à la structure dans laquelle tu travailles, mais pas forcément liées à l'expatriation, parce que je vois que mes collègues qui sont québécois, qui sont là depuis un moment, vivent ces difficultés-là à leur prise de poste. Donc c'est pas tant lié au fait de venir d'un autre pays, mais ouais, non, plus de facilité, franchement, que de difficulté. Il y a un niveau et une qualité de vie ici qui sont incroyables, hein, franchement. Pour toi, dans ton cas, tu trouves que c'est finalement assez facile d'être médecin au Canada, en fait? Ben, une fois que t'as accepté, tu t'es mis en marche et que t'as passé toutes les étapes qui sont quand même assez prenantes et assez longues, que t'as pris tes fonctions et tu te sens à l'aise là-dedans. Ouais, franchement, je ressens pas de grandes difficultés. Enfin, je ressens plus des satisfactions et un épanouissement au quotidien dans mon travail. Avec en même temps, et ça je l'ai pas dit ici, les médecins et notamment de santé publique ont un statut de travailleur autonome, c'est-à-dire que je suis pas salarié, je suis comme libéral entre guillemets, et outre des aspects administratifs, ça amène vraiment ce côté très libre. C'est comme si on était un peu des consultants entre guillemets, donc et que la structure était très contente de nous avoir et d'utiliser nos compétences et nos savoirs, mais par exemple, je ressens pas nécessairement une pression au quotidien, des exigences. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on me renvoie des satisfactions et de tout ce que j'apporte et à quel point ils sont contents que faut rendre ci ou ça c'est pas assez bien. Enfin, vraiment c'est un ressenti, tu sais, au-delà de ce que je disais précédemment, que c'est valorisant de ressentir sa plus-value et son rôle spécifique en médecin de santé publique. C'est vraiment je trouve que c'est un cadre d'exercice qui est au quotidien très valorisant, parce qu'il y a quand même je trouve une culture du feedback, notamment positif, qui est quand même très sympa à vivre. Après, sans doute, c'est ce que j'amène moi aussi, parce que je sais qu'au travail, j'ai plutôt cet état d'esprit-là, justement, à soutenir les collègues, à être dans ce feedback-là, à essayer de trouver des solutions au niveau collectif, à essayer de travailler en équipe. C'est des trucs que j'aime bien vivre, et j'ai l'impression on me le, on me le transmet aussi, tu sais, dans ces retours-là. Donc ouais, non, c'est satisfaisant. Et puis la liberté, la flexibilité du travail. Je veux dire, là, en termes de conditions de travail, c'est pas des gros horaires. Je pourrais en faire plus si j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Et je peux télétravailler autant que je veux, quand je veux, quoi. Il suffit que je me lève un matin comme hier et je me dis, oh, ressenti moins 40 degrés. Euh, je crois que je vais laisser la voiture là sur le parking et je vais rester chez moi. Et ça, il y a personne qui va venir me dire mais t'es où, mais qu'est-ce que tu fais, et nanani et nanana. Enfin, on fait quand même confiance aux gens. Et puis j'ai pas de manager de responsable hiérarchique direct en réalité, même si j'ai des obligations et des responsabilités, notamment en lien avec le Collège des médecins du Québec, l'obligation de faire des gardes et tout ça. J'ai pas de chef au-dessus de moi qui va me dire si ou ça, quoi. Enfin, il y a une vraie indépendance et une vraie liberté dans mon exercice. C'est vraiment toi qui organises ton travail comme tu le souhaites? Oui, je l'organise comme je le souhaite. Après, les dossiers sur lesquels je travaille sont 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 conditionnés, j'ai envie de dire, c'est une entente. En fait, on appartient à un département clinique au sein de la direction de santé publique, et il y a un chef de département clinique qui lui veille à ce que les dossiers soient répartis de manière équitable, que
l'ensemble des dossiers puissent être couverts par des médecins. Après, c'est un dialogue entre nos compétences, ce qu'on aime le plus faire, où sont les besoins, mais il n'y a pas de lien hiérarchique entre le chef de département clinique et les médecins du département. Ouais, il est plus dans la coordination que dans la hiérarchie. C'est ça. Ouais. Et du coup, toi, si tu as, je sais pas moi, 3 dossiers en cours, si le lundi, tu as plutôt envie de travailler sur ce dossier-là et le mardi sur un autre, tu t'organises comme tu le souhaites. Ah oui, alors à partir du moment où tu es médecin conseil d'une équipe de la direction ou sur un dossier thématique, alors là, j'ai envie de dire, tu gères le dossier, l'avancée comme tu le veux, en lien avec tes collègues, en lien avec les gestionnaires de l'équipe en question. On n'est pas complètement non plus, enfin, on va pas faire des trucs qui servent à personne ou qui compliquent le boulot des autres. Mais ouais, c'est ça. On est en lien avec les collègues, on est en lien avec les chefs de service qui sont des gestionnaires, qui sont pas des médecins. Et puis on est en lien avec l'équipe de direction aussi, qui donne les orientations stratégiques ou autres. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et en même temps, s'il y a un dossier où on sent que ça patine ou qu'on aimerait bien prendre plutôt ce dossier-là ou autre, bah on peut en parler au chef de département clinique, on peut en parler à la directrice de santé publique. C'est vraiment un dialogue. On essaye de trouver la meilleure formule en fait pour répondre aux besoins et puis faire en sorte que le professionnel en question se sente utilisé de la meilleure façon en fait. Donc ça c'est assez sympa de c'est assez gagnant-gagnant. Moi je sais que je suis sur je sais qu'on m'a mis dans une équipe où c'est moins mon domaine de compétences et d'expertise parce qu'il y avait un besoin ici. Et en même temps, on m'a laissé, comme on dit, mes petits dossiers bonbons, quoi. C'est bon. Là, elle va s'amuser sur les dossiers en lien avec l'aménagement du territoire, en lien avec les politiques municipales. Bon, en échange, elle accepte d'être le médecin de telle équipe ou telle autre. Et en même temps, c'est chouette parce que on a des dossiers où on est plus dans notre zone de confort, et puis d'autres où on sort, mais où ça nous donne. C'est ça aussi que j'adore. C'est que bah là, je vais sur des dossiers où je connais pas, je maîtrise pas forcément, et en même temps, bah voilà, je continue d'apprendre, je continue à grandir, et j'ai senti aussi que bah, au niveau moi de mon CV, de mes compétences, le passage ici au Québec, ça allait réouvrir l'éventail aussi d'expérience, de connaissances et de compétences. Donc je suis quand même encore en début de carrière et je me suis dit ouais, c'est quand même chouette de pouvoir continuer à forer des spécialités et des domaines spécifiques, mais en même temps m'ouvrir d'autres opportunités et d'autres champs de la santé publique. Et alors, si j'ai bien compris, là, tu es engagée dans cette structure pour 3 ans. Ouais. Comment t'imagines l'avenir? Moi, je pense au-delà, après les 3 ans, je pense rester dans la même structure parce que je vis dans la ville de Sherbrooke et c'est vraiment si on m'avait laissé le choix entre toutes les régions du Québec, bah, je pense que j'aurais sans doute choisi celle-ci. Donc je pense continuer là, sachant que mon permis d'exercice médical doit être renouvelé chaque année. Je ne pourrai avoir un permis régulier que après 5 ans. Donc il y a quand même cet enjeu-là de pouvoir être renouvelé, mais a priori c'est plutôt automatique et s'il n'y a pas de soucis, il y aura pas de grande surprise. Donc je pense continuer là. Nous on pense à terme rentrer en France pour d'autres projets et notamment pour des questions familiales, mais on se voit bien au minimum sur un 5 ans ici. Mais après on sait pas de quoi la vie sera faite et on s'interdit rien entre guillemets, mais le projet c'est plutôt plusieurs années ici et puis rentrer au bercail. Mais ouais, c'est à peu près ça. Avec nos enfants, nos futurs enfants québécois qui eux auront la double nationalité pour le coup. Et dernière question, est-ce que tu es heureuse dans ton travail, Laetitia? Ouais, je pense que ça surprendra personne si je dis que oui. Ouais. Non, à tous les niveaux et franchement, à chaque fois que je me lève le matin, je me sens remplie de cette joie, de cette chance de me dire
oui, c'est sûr que c'est lié à des choix que j'ai faits, c'est lié, on a quand même, c'est des sacrifices aussi, hein, d'aller vivre loin de la famille, tout ça, de reconstruire quelque chose, mais ouais, je me sens chanceuse de me dire que, au final, on se parle un an plus tard, et je me dis, tout s'est déroulé comme on souhaitait que ça se déroule, et même encore mieux. Donc, et je le disais récemment à mon mari, franchement, ça valait le coup, quoi. Rien que professionnellement pour moi, je sens que ça valait le coup. Et en même temps, je suis contente de me dire que sans doute un jour, je vais pouvoir amener tous ces savoirs et toutes ces compétences-là à nouveau en France. Donc, c'est aussi, tu sais, je suis reconnaissante aussi de tout ce que m'a apporté la France jusqu'à présent, et je me dis, j'aimerais à nouveau lui faire bénéficier de ça. Mais ouais, vraiment vraiment heureuse et épanouie, même si c'est un travail de tous les jours, en fait, de se construire cet environnement et une pratique qui nous convient. Je te remercie Laetitia d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, c'était un plaisir. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.